Bienvenue dans ce décryptage. Aujourd'hui, on va plonger dans un cadre conceptuel vraiment intense. On parle ici de construire une domination psychologique absolue face à l'adversité la plus brutale. Imaginons un instant que tout s'effondre autour de soi. Une trahison, un échec cuisant, une perte soudaine. Le constat de base est rude, mais tellement vrai. La vie ne prévient jamais avant de frapper. Et c'est exactement dans ce chaos total que le vrai test commence. Ce qu'on va examiner ici, ce n'est pas du tout une méthode douce pour aller mieux ou trouver du réconfort. Non, pas du tout. C'est une stratégie froide, presque chirurgicale, pour transformer la douleur en un pouvoir inébranlable et prendre le contrôle total de son environnement mental. Allez, c'est parti. Bon, pour structurer tout ça, on va suivre cette évolution machiavélique à travers 4 grandes phases. D'abord, la philosophie du contrôle. Ensuite, le détachement et le récit. Après ça, on verra la solitude comme arme. Et on terminera avec l'esprit indestructible. C'est notre feuille de route pour bien comprendre comment passer d'une réaction purement émotionnelle à une stratégie millimétrée. Phase 1, la philosophie du contrôle, ou comment choisir la stratégie plutôt que le confort. On commence par l'événement déclencheur. Quand la vie nous brise, il y a un choix vital à faire. Est-ce qu'on cherche le confort immédiat ou est-ce qu'on prend le contrôle? C'est vraiment là que tout bascule. Face au chaos, c'est fascinant de voir les deux chemins possibles. Un esprit faible va tout de suite chercher le confort. Il réagit sous le coup de l'émotion, se laisse complètement submerger et finit par accepter le rôle de victime. Il va chercher à engourdir la réalité, par exemple en défilant frénétiquement sur les réseaux sociaux ou en cherchant une validation instantanée auprès des autres. Bref, il fuit. À l'inverse, l'esprit fort, lui, cherche le contrôle. Il répond de façon tactique et réécrit carrément l'histoire. Au lieu de fuir, il regarde le désastre droit dans les yeux. Un esprit accro à la facilité, c'est super manipulable. Mais quelqu'un qui entraîne sa concentration à ignorer le plaisir immédiat pour viser l'objectif à long terme, cette personne devient absolument intouchable. La domination commence par ses propres réactions, en refusant de céder à l'appel de l'apaisement temporaire. Et ça nous amène au récit. Ce récit, c'est l'histoire qu'on choisit de se raconter après un traumatisme. L'idée, c'est de détruire complètement cette identité de victime pour bâtir un véritable empire psychologique. Il faut absolument arrêter de porter sa souffrance comme une médaille ou une excuse. La douleur ressentie, ce n'est pas une identité, c'était juste une phase de test. Pour vraiment s'en sortir et dominer la situation, il faut accepter de tuer l'ancienne version de soi, celle qui est restée brisée au sol. S'accrocher à l'histoire que l'adversité nous a imposée, c'est choisir volontairement de rester une victime. C'est rendre les armes avant même le début de la bataille. Impensable, non? Ce qui nous fait passer à la phase 2, le détachement et le récit, pour briser les chaînes émotionnelles. On va explorer ce fameux désapprentissage, souvent douloureux mais tellement nécessaire, de nos réactions émotionnelles instinctives. L'attachement. Le matériel source le définit comme un vrai tueur silencieux de notre puissance mentale. C'est le fait de lier sa propre paix intérieure à des personnes externes, à des résultats, ou pire, à des illusions qui drainent notre force. Le truc, c'est que l'attachement se déguise souvent sous des mots très nobles, comme la loyauté, le dévouement ou même l'amour. Mais en creusant un peu, lier sa stabilité psychologique à ce que les autres font ou pensent, ça transforme notre force potentielle en de lourdes chaînes en fer. Ça pousse à faire des compromis inacceptables, à revoir ses standards à la baisse et au final à fracturer sa propre armure mentale, juste pour plaire ou retenir quelqu'un. Ah, on arrive à une citation classique. Il est plus sûr d'être craint que d'être aimé. Ce qui est super intéressant ici, c'est la façon dont ce concept historique s'applique à la guerre psychologique d'aujourd'hui. Chercher constamment l'amour ou l'approbation des autres, ça crée une mollesse vraiment prévisible. Les autres savent exactement comment manipuler quelqu'un qui a un besoin viscéral d'être apprécié. En revanche, inspirer la crainte, ou du moins projeter un mystère impénétrable, ça exige une prudence absolue de la part de l'entourage. Le respect n'est plus négociable, il s'impose de lui-même par cette distance froide et stratégique. Donc, pour éviter de se faire manipuler, il faut construire ce qu'on appelle une immunité émotionnelle. Et ça passe par des traits bien spécifiques. Absorber au lieu d'engourdir. Retenir son énergie émotionnelle. Répondre avec un calme absolu. Arrêter de trop se justifier et auditer l'accès à son intériorité. En appliquant ça à la lettre, on arrête instantanément de gaspiller son énergie pour des gens ou des situations qui n'en valent pas la peine. C'est un filtrage impitoyable. Posez-vous la question, qui a réellement accès à cet espace intérieur? Et pourquoi se lancer dans de grandes justifications quand une simple action suffit? Retenir son énergie plutôt que de la jeter par les fenêtres dans des disputes stériles, c'est littéralement la forme la plus pure de conservation de son pouvoir. Il faut faire très attention à une distinction cruciale ici. L'immunité, ce n'est pas l'engourdissement. L'engourdissement, ça évite le problème. L'immunité, ça absorbe et ça reste complètement de marbre. Le vrai contrôle, ce n'est pas de ne rien ressentir. Ce serait une faiblesse en fait. L'engourdissement, c'est une fuite. L'immunité, par contre, c'est un mur de forteresse.
On sent la chaleur du feu, on voit parfaitement l'attaque ou l'insulte arriver, mais on refuse catégoriquement de broncher à moins que ce mouvement soit entièrement et froidement calculé. Résultat, l'adversaire s'épuise tout seul contre un mur qui ne renvoie aucun écho. Magique, non? Alors tout ça soulève une question vraiment fascinante. Comment un stratège utilise-t-il l'isolement? Ça remet totalement en question cette idée reçue qui dit que la solitude est un danger ou une punition sociale à fuir comme la peste. Phase 3. La solitude comme arme. Le creuset de l'esprit. On va voir comment ce silence, parfois effrayant, de l'isolement est littéralement transformé en arme pour forger un esprit tranchant comme une lame. C'est là qu'on voit le contraste énorme entre la solitude désespérée et l'isolement tactique. La solitude désespérée, elle réclame du bruit. Elle a besoin d'être validée constamment et elle est terrifiée par la réflexion interne. C'est la panique d'avoir besoin d'allumer la télé en boucle ou de scroller sans fin pour fuir ses propres pensées. À l'opposé total, l'isolement tactique observe, audite les faiblesses et planifie. Le vrai stratège, il entre dans la solitude comme on entre dans un laboratoire ultra sécurisé. Il utilise ce silence comme un audit impitoyable pour brûler toutes ses illusions et reprogrammer son mental sans aucune distraction extérieure. Et dans cet état d'isolement, la notion même de douleur est complètement renversée. La douleur n'est plus une tragédie, c'est de la donnée tactique. C'est un retour d'informations vitales qui expose les vulnérabilités, les angles morts, là où l'énergie se disperse. C'est indispensable. Pensez-y, quand on se coupe avec un couteau, la douleur nous apprend instantanément comment mieux le tenir la prochaine fois. Eh bien, la souffrance psychologique, c'est exactement pareil. C'est le test d'intelligence le plus brutal de la vie, qui pointe avec une précision clinique exactement là où nos défenses étaient trop faibles. Pour transformer cette douleur en une précision chirurgicale, il y a un protocole strict. 1. Expérimenter la douleur brute sans broncher. Pas de fuite, pas de déni, pas d'excuses. 2. Isoler et analyser la faiblesse qu'elle a mise en lumière. Pourquoi cette attaque a-t-elle fonctionné? Quel angle mort a été touché? Et 3. Élaborer une réponse froide, chronométrée et calculée. La vie devient littéralement une partie d'échecs. On ne réagit plus sous le coup de la colère, on repère les schémas et on anticipe les pièges avant même qu'ils ne se referment. En maîtrisant cette solitude, la simple présence physique devient une arme redoutable. Les règles sont impitoyables. Parler moins pour garder plus de contrôle. Éliminer complètement le besoin de faire ses preuves. Utiliser le silence comme un miroir pour les autres et devenir totalement illisible. En intégrant ça, on peut littéralement changer l'atmosphère d'une pièce juste en y entrant, sans même dire un mot. Ne rien avoir à prouver, c'est incroyablement déstabilisant pour l'entourage. En retenant volontairement l'information, on crée un vide que l'autre va souvent essayer de combler nerveusement, révélant ainsi toutes ses propres faiblesses au passage. Le silence d'une personne de pouvoir est plus fort que 100 voix vides. C'est tellement vrai. Quand on remplace une quête d'attention désespérée et bruyante par une présence calme et hyper ancrée, la dynamique s'inverse d'un coup. Les mots se font rares, et justement parce qu'ils sont rares, ils deviennent lourds de sens et extrêmement tranchants. C'est vraiment cette absence de réaction, cette rétention totale de l'émotion visible qui inflige le plus de dégâts psychologiques à un adversaire qui attendait une réaction qu'il n'aura jamais. Nous voilà enfin à la phase 4, l'esprit indestructible, l'état d'être final. C'est l'aboutissement implacable de toute cette reprogrammation mentale d'une intensité folle. Les hommes doivent être soit craints, soit écrasés. Bon, cette perspective est brutale, mais elle montre bien la finalité de la méthode. L'esprit est maintenant entraîné comme une lame d'assassin, froid, parfaitement affûté, sans l'ombre d'une hésitation sentimentale. Soyons clairs, ce n'est pas du tout une philosophie pour les idéalistes. C'est la reconnaissance assumée que, dans les dynamiques de pouvoir, la vraie force n'existe pas dans les demi-mesures ou les compromis. Il s'agit de laisser tomber les espoirs naïfs pour viser l'efficacité pure et dure. Le matériel source trace une ligne très nette ici. Il y a un gouffre entre un simple survivant et un esprit indestructible. Le survivant a besoin que ça aille bien, il guérit bruyamment, il cherche à être compris et plein. Il veut que le monde reconnaisse sa douleur. À l'inverse, l'esprit indestructible gagne précisément quand les choses tournent mal. Il exécute en silence et impose un respect absolu. Il ne veut aucune pitié, car la pitié, c'est une aumône. Quand le chaos frappe, il ne s'effondre pas en plainte. Il recalcule la trajectoire et utilise ce chaos à son avantage stratégique. Le respect ne se mendie jamais, il s'extorque par une résilience à toute épreuve. Celui qui contrôle son esprit contrôle le monde. Cet état d'invisibilité veut dire qu'on ne subit plus la vie, on la dirige activement, avec un contrôle de soi d'une brutalité totalement assumée.
On n'est plus l'otage des opinions extérieures, des trahisons ou de l'instabilité de notre environnement. En dominant son propre théâtre intérieur de manière incontestée, le monde extérieur perd complètement sa capacité de nuisance. On ne cherche plus à repousser les tempêtes, on les observe avec une lucidité redoutable. Et cela nous laisse sur cette ultime réflexion à méditer. Que se passe-t-il réellement lorsqu'on décide d'échanger définitivement le confort d'être compris contre le pouvoir absolu d'être totalement illisible? C'est le prix immense, mais aussi l'avantage stratégique ultime du détachement machiavélique.